Février 1915, le corps expéditionnaire canadien arrive en France avec une division d'infanterie. Les attendent l'hécatombe de la bataille de la Somme en 1916, puis l'offensive d'Arras au printemps 1917. Mais Vimy va rester dans le cœur des Canadiens un fait d'armes pour cette jeune nation qui voit pour la première fois ses 4 divisions combattre ensemble. Les capsules de l'histoire se sont rendues à Vimy, dans le nord de la France, afin d'honorer la mémoire des alliés de la France et à ces courageux soldats tombés sur cette crête. L'offensive de la crête de Vimy va mobiliser 4 divisions canadiennes qui vont combattre ensemble pour la première fois. Les Canadiens doivent prendre les hauteurs, leur offrant un point d'observation sur la plaine de Douai. Bien avant la bataille, un duel d'artillerie avait réduit en champ de boue tous les environs de Vimy. Ce sont près de 1000 pièces d'artillerie britanniques et canadiennes qui vont envoyer plus d'1 million d'obus sur les Allemands. En avril 1917, les Canadiens ont affronté 3 lignes défensives allemandes. À 5h25, le 9 avril 1917, c'est l'assaut du corps canadien sur la crête de Vimy. Des cornemuses jouaient pendant l'assaut de la première vague. Plus de 950 hommes de 3 bataillons s'élancent à l'assaut des lignes allemandes. Le premier jour, une vaste partie de la crête tombe aux mains des Canadiens malgré une forte résistance allemande au niveau de la côte 145. Sous une pluie fraîche, en ce matin du 9 avril, 4 divisions canadiennes attaquent simultanément pour s'emparer des lignes allemandes de Vimy. La plupart des objectifs seront atteints à la mi-journée. Cette réussite tient de la préparation minutieuse du major général Arthur Currie. On observe ici des tranchées d'observation canadiennes et allemandes. Devant elles, des cratères profonds provoqués par des mines alliées ou allemandes. C'était un lieu idéal avec des bords élevés du cratère pour observer et écouter. À l'endroit où je suis, nous sommes sur 2 postes d'observation canadiens. Je vais vous emmener jusqu'au premier poste d'observation pour que vous puissiez découvrir un peu l'ambiance de l'époque. Juste derrière moi, un peu plus haut, nous avons une plaque d'acier qui servait d'observation des tranchées ennemies. C'était aussi un bon endroit pour les tireurs d'élite pour tirer sur les tranchées ennemies. Je vais me mettre en condition, comme les forces canadiennes de l'époque, pour observer le terrain d'en face. Cette tranchée était bien placée pour surveiller les activités des Allemands, car elle était la plus avancée sur le front. Nuit et jour, des rondes permettaient de prévenir toute attaque ennemie. C'était aussi le lieu idéal pour lancer des incursions pour capturer des prisonniers. Dans cette zone du No Man's Land, seulement 25 mètres séparaient les 2 adversaires. On y retrouvait les trous d'obus, les barbelés, la boue et les corps des soldats tombés. Il faut imaginer ici le 29e bataillon canadien sous un feu nourri traverser les lignes de tranchées pour pouvoir atteindre les lignes allemandes. Derrière moi se trouve un bloc de béton armé qui était un poste d'observation allemand beaucoup plus renforcé que les plaques qu'on a vues tout à l'heure des Canadiens pour l'observation. Ici nous nous trouvons dans une tranchée de la Première Guerre mondiale. Vous pouvez imaginer la promiscuité des troupes au sein de ces tranchées qui peuvent être assez étroites à l'époque où il y a les armements, les objets en tout genre qui font partie de ce chemin. Donc imaginez ici l'ambiance et l'univers des soldats canadiens pendant la Première Guerre mondiale avec l'humidité, le froid, les explosions tout autour du champ de bataille. Vous pouvez également apercevoir que les tranchées ne sont pas en ligne droite mais plutôt de manière circulaire afin d'éviter les explosions de l'artillerie ennemie et protéger ainsi les soldats. Ensemble, nous allons parcourir une partie de cette tranchée et nous imaginer à cette époque où des centaines d'hommes s'y abritaient face aux balles et aux obus. La vie des soldats dans les tranchées était difficile. Mal protégés des intempéries, les hommes avaient froid et vivaient entre les rats, les maladies, la boue et l'humidité. Sans oublier les puces et les poux. L'action des combats et la peur de mourir sont le quotidien des soldats sur le front. La vie des hommes dans les tranchées était difficile.
La vie était courte, car dès qu'on partait à l'assaut, la plupart des hommes ne revenaient pas. Le reste du temps, les soldats s'occupaient comme ils le pouvaient, en écrivant des lettres à leurs proches, jouant aux cartes avec leurs camarades de tranchée, ou passaient le temps aussi en créant de l'artisanat avec les objets des tranchées. Ici, nous nous trouvons dans un poste d'artillerie où vous pouvez observer un reste d'un canon de mortier pouvant tirer des obus sur les lignes adverses. Vous pouvez observer que la zone est assez étroite et protégée également par ces sacs de sable à l'époque qui servaient à protéger les artilleurs pour viser les tranchées adverses. Derrière moi, nous pouvons trouver ces nombreux virages serrés des tranchées dont je parlais tout à l'heure, qu'on appelle aussi les traverses. Cela limitait les explosions et pouvait contribuer à limiter le nombre de pertes au sein de ces tranchées. Sur ce même lieu où s'érige aujourd'hui le mémorial, on retrouve la cote 145, la plus élevée et la plus importante de la Crète, qui sera capturée par une charge à la baïonnette d'éléments de la 4e division canadienne face à des postes de mitrailleurs. Du 9 avril au 12 avril 1917, sur ce champ de bataille, les pertes canadiennes sont estimées à 3600 soldats tués et les pertes élevées avec des blessés à plus de 10 000. Ces soldats canadiens se sont battus courageusement sur cette crête de Vimy à plusieurs centaines de kilomètres de leur terre natale pour la défense du territoire français et de la liberté. Ce lieu rend hommage à ces soldats canadiens qui se sont battus ici sur cette terre de France. Aux yeux de beaucoup, la prise de cette crête de Vimy marque un tournant pour le Canada. Donné par la France en 1922, le terrain de 100 hectares appartient désormais au Canada. C'est sur le champ de bataille que le monument a été érigé par l'architecte Walter Hallward et dont les travaux ont duré de 1925 à 1936. Souvenons-nous de nos frères d'armes qui ont traversé l'Atlantique pour notre liberté commune. Qu'ils soient canadiens ou allemands, ici reposent les corps des hommes qui ont sacrifié leur vie pour leur pays. Honorons-les.